Bonjour et bienvenue dans le podcast S'apaiser, trouver l'équilibre face à la maladie. Je suis Lisa Brienne, psychosophrologue et thérapeute spécialisée dans l'accompagnement de la maladie. Je vis moi-même avec une sclérose en plaques depuis plus de 16 ans et comme vous, j'ai traversé toutes les phases émotionnelles qui accompagnent la maladie chronique, du choc initial à la recherche d'un nouvel équilibre. Dans ce podcast, je partage avec vous mon chemin vers l'apaisement, sans filtre et avec authenticité. Mais surtout, je vous propose des outils concrets, ceux que j'utilise au quotidien et ceux que j'enseigne aux personnes que j'accompagne, pour vous aider à trouver votre propre équilibre, quel que soit votre parcours de santé. Alors bienvenue dans cet espace où votre expérience est comprise et où la sécurité émotionnelle devient possible. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Dans cet épisode, je voudrais parler du chemin émotionnel que l'on vit quand on est touché par une maladie chronique. L'idée clé ici, c'est que il n'y a pas de bonne façon de traverser la maladie, mais il y a vraiment des étapes différentes à connaître. Alors si vous vivez avec une maladie chronique, il y a peut-être quelque chose que vous dites souvent, qui revient souvent. C'est impossible, jamais je ne pourrai accepter, jamais ça ne finira. À des moments, je me sens bien et à d'autres moments, je me sens très mal. J'ai l'impression que je devrais avoir accepté. Peut-être, est-ce que j'ai accepté? C'est toutes ces questions qu'on peut se poser avec tout le temps cette phrase qui revient, pourquoi je suis encore là-dedans? Il y a vraiment une idée clé ici que j'ai envie de vous apporter aussi, c'est la notion d'être en retard. Il n'y a pas de retard à proprement parler. C'est un chemin qui est à vivre, qui est à traverser et qui se joue intérieurement. Alors pourquoi cet épisode aujourd'hui? Parce que beaucoup de personnes se jugent sur là où elles devraient en être, sur ce qu'elles devraient être en train de vivre. Beaucoup de personnes se disent je devrais avoir accepté depuis tout ce temps. Même des personnes pourraient leur envoyer ça peut-être de l'extérieur. Beaucoup de personnes aussi qui peut-être n'ont pas de souffrance physique à proprement parler, peut-être n'ont pas de maux ou peut-être n'ont pas de séquelles, vont se dire qu'elles devraient déjà aller mieux, elles devraient déjà se sentir bien. Surtout cette phrase, je devrais me sentir bien, je devrais aller bien, il y a pire que moi. En fait, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là confondent les étapes émotionnelles que l'on va traverser et la progression dans le temps, en fait. C'est comme si tout était mélangé, parce que ça avance dans le temps, alors automatiquement, je devrais aller mieux dans le temps. Dans cet épisode, je voudrais vous présenter les différentes étapes émotionnelles tout au long de ce chemin. Et tout ce qui va se jouer à partir du moment où il y a l'annonce de la maladie, à partir du moment où il y a un diagnostic, et la manière dont ça fonctionne réellement. À la fin de cet épisode, vous aurez plus de clarté, de compréhension, vous aurez aussi moins de jugement envers vous-même et vous aurez une lecture plus juste de ce que vous êtes en train de traverser. La première étape, c'est le choc. C'est comme un deuil, exactement, ça ressemble à un deuil puisque à un moment ou à un autre, il y a quelque chose auquel on va devoir renoncer, c'est-à-dire la vie d'avant. Le choc, c'est le moment où tout vient se figer. J'en parlais dans l'épisode de ce podcast où je racontais effectivement le moment où tout vient se figer à l'intérieur suite à l'annonce du diagnostic. Alors, ce choc-là n'est pas toujours spectaculaire. On n'est pas forcément dans un état de sidération complète et peut-être même que ça ne peut ne pas être vu par l'entourage. Mais à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose où le cerveau vient se figer, il ne peut pas intégrer l'information. C'est comme un arrêt sur image. Le film continue à avancer autour de vous, mais à l'intérieur, tout est suspendu. Il y a cette incompréhension, cette manière de vraiment là, je ne peux pas intégrer ce qui s'est dit. Par exemple, pour moi, lorsque le diagnostic a dit ce qui se passait, a dit il semblerait, madame, que nous sommes en présence d'une petite sclérose en plaques, c'était impossible d'intégrer ça. J'ai regardé mes parents et clairement, j'ai encore cette image en tête, il y a 17 ans, de voir la tête de ma mère se décomposer, même si au fond elle s'en doutait, on connaissait des personnes qui avaient ça. Et ma vision, c'était, mais comment je vais faire pour vivre avec ça? Je voyais une personne autour de moi qui était extrêmement handicapée. C'était, mais ça peut pas m'arriver à moi, j'ai 23 ans, je peux pas vivre ça. Le choc, c'est aussi des personnes qui vont se mettre à gérer, entre guillemets, autant qu'elles peuvent, mais qui ne ressentent plus rien à l'intérieur. Dans un deuxième temps vient l'étape, le déni. Le déni, c'est ce sentiment de devoir avancer et de continuer comme avant. Quelque part, on n'a pas le choix, il faut continuer à avancer, c'est notre instinct de survie qui va se mettre en place,
Ça n'est pas le fait de refuser la réalité, c'est simplement de se dire mais si je n'avance pas, qu'est-ce que je vais devenir? C'est une stratégie de protection temporaire parce que sur le moment, le cerveau il a besoin d'intégrer, de digérer l'information. Donc après s'être mis en état de sidération, il va se remettre en mouvement, on va se remettre à vivre comme avant, peut-être retourner au travail si on peut, si on est en capacité de. Mais à l'intérieur, il y a comme une sorte de dissociation. On est là sans être là. On a conscience de ça, mais c'est très loin, très lointain, comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre. C'est comme si on baissait le son d'une alarme qui est très forte pour pouvoir continuer à conduire. Mais l'alarme, en fait, elle continue d'exister, mais on l'entend moins. On sait qu'elle est là, on sait qu'il y a un sujet, il y a quelque chose à aller creuser, mais là, pour le moment, il faut continuer à conduire, il faut qu'on continue à avancer. En ce qui me concerne, ça s'est vraiment joué, c'est très marquant, je m'en rappelle très bien. C'est-à-dire que je racontais à tout le monde que j'avais cette maladie. J'allais acheter le pain, je connaissais la boulangère de mon village, et alors qu'on me disait bonjour Lisa, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vue. Oui, bah, j'étais à l'hôpital et en fait on m'a annoncé que j'avais une sclérose en plaques. Et je voyais le regard des gens autour de moi se décomposer. Je voyais les gens être sidérés eux aussi, être inquiets, être touchés, être émus, être voire attristés si on me connaissait, on était les personnes, j'étais proche d'elles. Mais pour moi, c'était impossible d'aller toucher du doigt l'émotion qui était associée à ça. J'y arrivais pas. D'autres personnes vont ne pas pouvoir en parler du tout, ne vont rien dire. C'est parce que en parler, oser le dire, ça le ferait exister. Donc elles n'ont pas forcément envie d'en parler. Donc elles vont le garder à l'intérieur. C'est une forme de déni aussi. Une autre manière aussi, c'est de faire comme si, pour rassurer les autres. Non, mais ça va aller, je vais bien, mais non, ça va aller, on continue comme avant. C'est une manière plus de rassurer les autres que de se rassurer soi, parce qu'à l'intérieur, la plupart du temps, ça fait des ravages, et il n'empêche que le cerveau commence à travailler, à travailler, à travailler. C'est là où on arrive à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la partie émotionnelle. On est vraiment sur la charge émotionnelle. Et là, il y a de la colère, parce que c'est injuste, parce que il y a une sorte la colère, c'est un mouvement intérieur, c'est ce qui nous permet de nous battre quand notre intégrité est touchée. Forcément, une maladie qui vient toucher notre intégrité, notre territoire, on est forcément très en colère. Et associé à ça, il y a de la tristesse. Quand c'est des émotions avec lesquelles on n'est pas très confortable, très souvent on peut les garder, les réprimer, et vient se mettre en place ce que j'appelle le racket émotionnel. C'est là où parce qu'on va contenir cette colère, on va contenir cette tristesse, où on va avoir du mal à la ressentir, alors on va avoir beaucoup de peur. C'est là où la peur prend le relais en général. La peur, elle prend le relais parce qu'il faut trouver un moyen d'évacuer ce trop-plein émotionnel. Ces trois émotions, on va dire, peur, colère, tristesse, arrivent souvent ensemble. Elles apparaissent tout simplement parce que l'énergie que l'on contient, comme je vous disais, elle cherche une porte de sortie. Il faut trouver le moyen de faire évacuer ce trop-plein. On est comme une cocotte minute émotionnelle. C'est très très fort, très intense à l'intérieur de nous. Même si parfois à l'extérieur, on dirait pas. En ce qui me concerne, pour ma part, donc j'étais juriste en droit pénal international, je faisais mon premier stage, je vivais en Italie quand c'est arrivé, je suis rentrée en France pour faire les examens, et quelque part, mon instinct de survie et mon côté déni à vouloir continuer comme si de rien n'était, je me suis dit, allez, il faut que je continue ce stage, je veux absolument reprendre ce stage. Parce que, évidemment, j'étais en train de construire ma carrière. Alors je suis repartie en Italie. Évidemment, mes parents, à ce moment-là, étaient un peu inquiets, mais j'avais 23 ans et je disais, c'est bon, je vais continuer, il faut que je fasse, ça va aller, ça va aller. Vous savez, ce côté comme si de rien n'était. Arrivé en Italie, pareil, je racontais à tout le monde ce qui était en train de m'arriver, parce que c'était ma manière de le sortir. Et au fur et à mesure, petit à petit, la partie émotionnelle est arrivée. Ça a été un tsunami, c'est-à-dire que je me revois en train de passer des nuits à pleurer de désespoir profond, d'avoir une colère qui me rongeait. Je faisais des insomnies. À cette époque-là, je n'arrivais même plus à manger. J'étais dans un tel état d'anxiété, de tension, avec vraiment une tristesse très 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 profonde, et qui débordait la nuit. Et sont arrivées toutes les peurs, la peur de «et si je suis trop fatiguée? Peut-être si jamais je vais travailler que je suis trop fatiguée, peut-être que je vais faire une poussée». Et là, on rentre dans tout ce processus psychologique qui se met en place parce que la charge émotionnelle est énorme. On est vraiment dans des phases où on va avoir de l'irritabilité, des crises d'angoisse, une fatigue très très intense, mais plus une fatigue émotionnelle qu'une fatigue forcément liée à la maladie. Alors parfois on fait le lien,
Mais la plupart du temps, la cause peut aussi avoir une énorme origine émotionnelle. Là-dedans, ce qu'il convient de faire quand on est dans la colère, c'est de pouvoir trouver un moyen de l'évacuer. Quand on est dans la tristesse, c'est pouvoir avoir un moyen d'être rassuré. Quand on est dans la peur, c'est pouvoir avoir un moyen aussi d'être rassuré. Dans cette période-là, je ne peux que vous inviter à aller, si vous n'arrivez plus tout seul, à aller être soutenu. Vraiment. C'est primordial de ne pas rester avec cette intensité émotionnelle à l'intérieur de soi. Clairement, je n'ai pas été soutenue à ce moment-là parce que je ne voulais pas montrer ça. J'ai attendu et mon corps a fini par craquer. À un moment ou à un autre, il y a une seconde poussée. Je ne fais pas le lien direct entre cette charge émotionnelle et la poussée, il y a certainement d'autres choses, on est quand même sur une sclérose en plaques, mais clairement, à force de m'être contenue, à un moment ou à un autre, je sais que mon corps a craqué. C'est d'ailleurs au moment où il a craqué que j'ai commencé à accepter le fait d'aller être entourée, d'être soutenue, d'être rassurée, et c'est là où j'ai commencé à mettre en place un endroit pour aller déposer ces émotions et un endroit pour pouvoir m'apaiser. Et c'est ce qui amène ensuite, une fois qu'on arrive à évacuer ce trop-plein émotionnel, et il y a des tonnes d'outils qui peuvent aider là-dedans, à commencer par la thérapie verbale, et ensuite des outils comme j'adore pratiquer le FT, que j'utilise pour les personnes que j'accompagne, que je fais aussi beaucoup pour moi, mais à condition déjà d'avoir compris la trame, il faut d'abord le faire d'un point de vue personnalisé pour pouvoir après se l'approprier. Il y a le MDR que je pratique quand les personnes sont proches de Montpellier et sont à mon cabinet, sinon je travaille beaucoup en ligne. Et il y a plein de choses, la sophrologie, il y a plein d'outils qui peuvent aider à apaiser toute cette charge émotionnelle. C'est urgent de pouvoir le faire. Sinon, clairement, ça va avoir des impacts et des répercussions dans le corps. J'en parlerai dans d'autres épisodes pour expliquer vraiment le lien qu'il peut y avoir entre la charge émotionnelle qui n'arrive pas à sortir, ou qui en tout cas qui est un tsunami à l'intérieur, et les impacts que ça peut avoir dans le corps. Vraiment, 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 là-dessus, il y a un lien. On le sait aujourd'hui, c'est même prouvé scientifiquement. Ça nous amène à la 4e étape. L'étape numéro 4, c'est la reconstruction. C'est un petit peu ce que je vous exprimais quand j'ai commencé en fait d'un seul coup à déposer les armes, à accepter que c'était une tempête émotionnelle à l'intérieur de moi et que c'était extrêmement violent, et de me dire ok, maintenant il est temps que je sois aidée là-dedans à le traverser parce que je n'y arrive pas toute seule. En faisant ça, je reconnaissais l'existence de cette tempête émotionnelle et quelque part je cherchais des moyens pour m'en sortir. C'est ce qu'on appelle l'étape de la reconstruction. C'est accueillir ce qui est, accepter ce qui est, parce que c'est comme ça fait partie comme dans un deuil, à un moment ou à un autre, c'est aller regarder ce qui est là et qu'on ne peut plus éviter, pour se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux agir autour de ça? C'est vraiment deux parallèles. On peut rester dans la maladie, la tête tournée, regarder avec tout ce qui va pas, tout ce qui est difficile, tout ce qui est douloureux. C'est là, c'est pleinement là, mais on peut aussi regarder ça en se disant, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je peux mettre en place avec ça? Qu'est-ce que je peux venir soutenir pour moi pour pouvoir continuer à avancer, continuer à travailler, parce que toutes les personnes que j'accompagne, majoritairement, sont des personnes qui sont en poste, qui ont peut-être des responsabilités, qui ont envie de continuer à avancer et de travailler et de continuer leur vie, d'avoir des projets, parce qu'il y a des responsabilités peut-être au niveau professionnel, puis il y a les responsabilités au niveau personnel, tout ce qu'on a à faire à la maison, s'il y a des enfants en bas âge ou en âge plus avancé, il y a potentiellement parfois des parents vieillissants, il y a tellement de choses à prendre en compte qu'il y a cette notion de, en fait, j'ai besoin de continuer à faire, de pouvoir continuer à agir. Pour ça, dans un premier temps, et c'est un exemple que je donnerai à chaque fois, c'est l'exemple du masque à oxygène. Dans un premier temps, je place le masque à oxygène sur ma bouche pour prendre soin de moi. À partir de là, je peux aller prendre soin des autres, parce que moi, je suis contenue et je me sens mieux dans mon corps. La reconstruction, c'est la phase où on va chercher toutes les possibilités pour se reconstruire et pour pouvoir continuer à avancer, se remettre en mouvement. Vient ensuite la dernière étape, qui est l'étape de l'acceptation. Encore une fois, attention, accepter, ça n'est pas se résigner. Je vous vois venir la plupart du temps avec « si j'accepte, c'est que j'arrête de me battre, je ne peux pas accepter cette maladie, jamais je n'accepterai cette maladie ». C'est pas le fait d'accepter tous ces maux du corps et de se dire voilà, accepter, c'est pas baisser les bras, se résigner et se laisser sombrer. Accepter, c'est observer la réalité telle qu'elle est, avec cet événement, comme dans un deuil, on pourrait avoir perdu quelqu'un d'un être cher de manière abrupte, on peut avoir vécu une épreuve très difficile,
c'est regarder cette nouvelle donnée dans la vie, regarder avec ça et se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que je construis autour de ça. Et clairement, là-dedans, c'est vraiment, ça invite à se remettre en mouvement. Et c'est très important, et surtout dans des maladies comme la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est être sclérosé, figé au sens propre du terme, au sens aussi bien autant du cerveau, dans les projets, dans plein de choses, que parfois même au niveau du corps. C'est vraiment une invitation que j'ai là, c'est accepter, c'est se donner la possibilité alors de pouvoir se remettre en mouvement. Ok, c'est là, ça fait partie de ma vie, c'est pas pour ça que ça m'empêche d'avancer. Effectivement, parfois c'est un chemin que l'on ne peut pas faire seul, vraiment. Et ça n'est pas être faible, vraiment. Une fois de plus, ça n'est pas être faible, c'est simplement accepter que dans la vie, de toute façon, on est des êtres qui avons besoin de l'interaction avec les autres et que parfois, il y a des autres qui sont un petit peu plus avancés sur ce chemin que nous et qui sont en mesure de venir nous soutenir ou qui ont des outils spécialement pour nous soutenir. Ça, c'est votre chemin, c'est à vous de trouver cette partie-là, ce que vous pouvez mettre en place pour vous, ce qui vous convient à vous. Et là, on est tous uniques. Chaque personne a le droit d'aller là où c'est le plus juste pour elle. J'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous invite à m'écrire en commentaire, que ce soit sur YouTube si vous me regardez en vidéo ou en commentaire du podcast. Je me ferai un plaisir de vous répondre pour me dire à quelle étape vous pensez vous situer. En tout cas, c'est une réflexion que je vous invite à avoir. Qu'est-ce qui vous manquerait pour passer à une étape, l'étape d'après? Et encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, que ce soit dans les réseaux, les associations, partout où vous êtes, où il y a des personnes à qui ça pourrait faire du bien. N'hésitez pas aussi à laisser une note 5 étoiles pour me soutenir et m'aider à diffuser encore plus longtemps et encore plus longuement ce podcast. Enfin, comme d'habitude, vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin dans la description. Je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée, journée, après-midi, où que vous soyez. À très bientôt dans un nouvel épisode. Au revoir.